Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de Watch. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et aujourd'hui nous allons parler hydrogène et gros SUV puisque nous irons essayer le nouveau Hyundai Nexo Fuel Cell ainsi que le nouveau Volkswagen Touareg. Tout un programme et pour nous apporter toutes les lumières cette semaine, il y a Nico qui est en train de se rhabiller. Ouais, je là, parce que voilà, c'est d'une semaine à l'autre, changement de météo, c'est complètement dingue en ce moment. Hein. C'est ça. C'est fou. Voilà. Et en duplex, l'homme du haut château, c'est lui, j'ai nommé Monsieur Michel Holt. Salut les garagistes. Comment vas-tu Michel ? Ben, très très bien, un peu enrhumé, quelque peu, est-ce que je vous disais ? Toujours. Il y a les garçons du SAMU qui attendent la fin de l'émission pour m'embarquer et me soigner, mais je tiendrai jusqu'au bout. Oui. Ils sont bien ces gens du SAMU. Voilà, Idriss qui n'est pas avec nous cette semaine non plus, mais qu'on retrouvera très bientôt. Je vous rappelle, avant de passer à la suite, que le garage c'est aussi 24h/24 sur le site watch.tv, via les podcasts sur iTunes, et que vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Allez, le garage ouvre ses portes, on se retrouve dans une poignée de secondes. Voilà messieurs, ce que je vous propose c'est que sans plus attendre, on parte au volant du Nexo Fuel Cell, cette vraie nouveauté Hyundai, et puis on se retrouve juste après. Il y a pas mal de sujets d'actu dont j'aimerais qu'on parle, donc on enchaîne très vite. On a la chance aujourd'hui de pouvoir essayer une voiture qu'on va pas voir beaucoup, en tout cas pas tout de suite, ça c'est sûr. Nicolas Valeno, salut. Salut Alexandre. On essaye une voiture à pile à combustible, la Hyundai Nexo. On explique rapidement ce que c'est la pile à combustible avant d'entrer dans le vif de la voiture. Alors la pile à combustible, c'est le moyen d'alimenter un moteur électrique. C'est une voiture électrique, non pas avec des batteries, mais avec cette pile à combustible qui est alimentée par de l'hydrogène. Voilà. L'hydrogène mélangé à l'oxygène qui crée une réaction chimique qui alimente, qui permet à la pile de créer de l'électricité. Voilà. Donc c'est une voiture électrique, vous entendez, comme moi, il n'y a pas de bruit de moteur thermique. C'est une voiture électrique qui se conduit finalement comme une voiture thermique parce que on n'a plus ce souci de devoir se brancher sur une prise pour charger. On fait le plein comme on fait un plein d'essence avec une pompe un peu particulière, mais grosso modo la mécanique est à peu près la même. On met le pistolet, on met en pression et le plein se fait en quelques minutes comme un plein d'essence. Alors donc le Nexo c'est un SUV, c'est en fait le premier SUV à pile à combustible qui soit commercialisé en grande série. C'est même quasiment la première voiture à pile à combustible qui soit commercialisée en grande série. Toyota a la Mirai, on ne peut pas appeler ça non plus un véhicule de série, même si elle entre sur le marché en même temps quasiment que ce Nexo électrique. Hyundai a peut-être vu juste en proposant un SUV parce que c'est peut-être un véhicule qui est plus polyvalent qu'une Mirai et qui pourra peut-être du coup plus intéresser. Alors aujourd'hui c'est plutôt une clientèle professionnelle type taxi ou administration, mais c'est peut-être c'est peut-être bien vu de la part de la marque, non ? Ce qui est intéressant, c'est que effectivement c'est un véhicule qui est dédié. C'est pas l'adaptation comme ils ont pu le faire auparavant d'un véhicule qui existait à la pile à combustible. Il a vraiment été conçu pour ça, donc ils utilisent au maximum l'espace intérieur. Il y a un package, un ensemble de prestations qui se tient bien, qui est bien pour le marché européen. Pour les particuliers, il y a de la place, on tient à 4 ou 5, il y a du coffre. Et puis voilà, on vient de faire le plein là, de rouler un petit peu, on a encore 550 km d'autonomie qui s'affiche. Ça veut dire qu'on peut avoir un vrai usage comparable à une voiture thermique. Alors on a un design extérieur qui est tout fait pour la recherche de l'aérodynamisme, hein. Il y a des petites astuces, des petits passages d'air dans les montants arrière, dans les pare-chocs. Tout ça est censé favoriser la fluidité de la voiture dans l'air. À l'intérieur, on est un peu plus dans le futurisme, même si finalement c'est très actuel.
Alors, il y a des adaptations qui ont été faites parce que comme il n'y a pas de transmission, on profite de l'espace sous le tunnel pour faire des rangements. Ce qui est une chose qui est assez, moi, qui m'étonne beaucoup et qui n'est pas trop dans l'air du temps, c'est la quantité astronomique de boutons qu'il peut y avoir sur la console centrale. C'est vrai qu'ils ont fait des choix qui sont pas ceux de la plupart des constructeurs, notamment ceux qui se tournent vers l'électrique, d'avoir le maximum de commandes intégrées à l'écran, façon Tesla. Là, c'est des commandes directes, old school. Voilà, c'est un bouton, une fonction. Voilà, ça a ses avantages, mais c'est une question de goût. Ça a un petit côté Porsche, hein, finalement, cette console centrale, hein, avec tous ces boutons. Alors, la comparaison s'arrête là parce que on est dans un véhicule électrique. Porsche n'en fait pas encore, en tout cas, de ce format-là. On va parler justement un petit peu des performances. Nicolas, est-ce que tu retrouves des sensations que tu as avec un véhicule électrique ou est-ce que c'est très différent? Non, pour moi, c'est vraiment une voiture électrique, pas ultra performante comme certaines peuvent l'être. Ouais. On est autour de 160 chevaux, je crois. C'est ça, 163 exactement, ouais. Donc la puissance, je pense, probablement pour l'équilibre de l'ensemble et de l'énergie qui est demandée est volontairement limitée. C'est pas du tout sous-motorisé, c'est très agréable, mais on n'a pas le côté qui colle au siège comme ça peut être le cas d'une Tesla. Pour reprendre encore l'exemple de Tesla. Alors c'est peut-être un peu plus réaliste comme approche finalement parce que sur une Tesla, globalement personne conduit dans le mode diabolique qui permet d'accélérer de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Hein. Alors, une fois pour épater les copains, mais ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Et là c'est équilibré, c'est tout à fait cohérent quoi, dans l'esprit de la voiture, c'est suffisant, plus que suffisant pour toutes les conditions de circulation normale. C'est agréable, très agréable. Et on oublie effectivement que qu'on est en électrique et qu'on est avec une pile à combustible, ça ne s'entend pas, ça ne se ressent pas de manière particulière. C'est vraiment agréable. Alors, il y a évidemment des petits freins à l'usage aujourd'hui, en tout cas en France. D'abord, il n'y a quasiment pas de réseau de distribution d'hydrogène. Nous, on a pu faire le plein dans une station un peu industrielle. On est à 12 € le kilo d'hydrogène, sachant que le réservoir doit contenir 6 ou 7 kilos. Donc voilà, et qu'on consomme entre 1 et 1,5 kg au 100. Donc ça fait, on va dire, 100 km entre 12 et 15 €. C'est pas spécialement super économique. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, évidemment, c'est le prix de cette technologie. Aujourd'hui, ce véhicule vaut 72 000 € avant la déduction du bonus. Donc on arrive à 66 000. C'est évidemment très cher. On ne connaît pas encore vraiment les plans de Hyundai quant à l'industrialisation à grande échelle de ce type de véhicule. Toyota prévoit dans les 10 ans de diviser le coût quasiment par 2. Là, on serait sur quelque chose évidemment beaucoup plus accessible. Ça ferait un SUV autour de 40 000 €, ce qui pour le coup serait plutôt intéressant. Ouais. Clairement, mais après c'est toujours un peu une histoire de poulet œuf. C'est ça. Il faut des économies d'échelle pour que les prix descendent. Pour ça, il faut qu'il y ait des réseaux, que le public comprenne ce que c'est que ce type de technologie, l'accepte et soit prêt à y venir. Mais pour ça, il faut aussi que les prix deviennent abordables. Donc, voilà, on va voir qui de la poulet d'œuf va vraiment commencer, mais il y a un potentiel assez impressionnant en tous les cas. Donc là, on va pas se demander si on l'achète ou pas, parce que pour l'instant, la question se pose pas tellement. On n'est pas chauffeur de taxi, on n'est pas une administration, on travaille pas à l'air liquide, donc on va pas faire son plein très facilement. En revanche, moi personnellement, ça me fait plutôt envie en termes de technologie. On conduit vraiment ça comme une voiture normale. On n'a pas cette espèce d'angoisse du plein et de l'autonomie. Donc c'est plutôt positif, et moi j'attends qu'une chose finalement, c'est qu'effectivement les coûts soient divisés par 2 pour que ça devienne une vraie possibilité de choix. Voilà pour ce qu'on pourrait appeler pour le coup une avancée technologique. Alors je sais pas si c'est une avancée, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, la petite question que je me posais, quel intérêt d'une voiture comme ça pour qu'on comprenne bien aussi par rapport à une voiture électrique? L'intérêt, c'est que c'est de l'électrique sans batterie. Et comme je vous dis dans le sujet, on conduit ça comme une voiture thermique parce qu'on finalement on fait le plein comme dans une voiture thermique.
On a 5 minutes en gros pour gonfler, je dis gonfler, pour comprimer l'hydrogène dans le réservoir. Moins de donc stress, ça, quoi. Donc ça, c'est pas un frein. Surtout, c'est une voiture. On parlait de clientèle professionnelle pour les taxis. Il y a déjà quelques taxis hydrogène à Paris et ça va s'intensifier. C'est une voiture qui peut rouler quasiment 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas d'une voiture électrique, pour laquelle il faut encore un temps de charge de 5, 6, 7 heures parfois. Ce qui fait qu'elle est immobilisée, cette voiture. Donc c'est un coût, celle-ci, finalement, peut-être se rentabiliser plus rapidement pour un coût d'achat qui n'est pas plus élevé. Alors, petite question autre, c'est le réseau de distribution d'hydrogène en France. Parce qu'on est vraiment à la bourre, ça on le sait, au niveau européen, on est les derniers, je crois. On est à la bourre dès le départ. Enfin, alors effectivement, là, il y a un peu de volontarisme en ce moment sur le sujet, un peu poussé par Chez les autres, ça fait 10 ans que le volontarisme est présent, chez les voisins européens. Depuis des années, Air Liquide dit qu'ils sont prêts à développer le réseau. Là, on est sur une petite vingtaine, je ne sais plus le chiffre en tête exact, de stations, avec un plan de développement qui devrait le doubler à court terme. C'est pas encore la station totale du coin, il faut être clair. On est sur, comme je le dis, des véhicules qui sont encore à usage professionnel ou institutionnel. Et puis il y a aussi la question de comment est fabriqué l'hydrogène, qui n'est pas la moindre des questions. C'est encore un procédé qui est assez énergivore, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais il y a beaucoup de recherches sur la question. Pour l'instant, on se donne bonne conscience, en fait, un petit peu avec ce type de véhicule, non? Je sais pas. Ce qui est intéressant... C'est cher, oui, mais il y a un volontarisme. Et puis, il y a finalement pas mal de constructeurs qui essayent un petit peu de mettre les œufs dans différents paniers. Honda, ça fait très longtemps qu'ils travaillent la question. Toyota, donc Hyundai. Les Allemands aussi vont dessus. L'Air Liquide, c'est une boîte française, donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut être amené à se développer. Il faut regarder ça d'un œil attentif. Tu parlais du plein là pendant le sujet, enfin le coût d'un plein, c'est à peu près le prix d'un plein d'essence, non? C'est à peu près ça aujourd'hui, mais il n'y a pas d'économie d'échelle là-dessus encore. On est entre 10 et 12 euros le kilo d'hydrogène. Quand à l'époque on a fait le sujet, il y a quelques semaines, ça a peu changé évidemment. Plus il y aura de stations, moins on peut imaginer que moins ce sera cher. Ce qui est intéressant, juste je vais finir là-dessus, c'est que finalement une station d'hydrogène, c'est une mécanique un petit peu différente, mais fondamentalement, ça reste un réservoir, des tuyaux. C'est un peu comme une station-service traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a certes besoin d'alimenter un compresseur en électricité, mais voilà. Et ça reste une mécanique assez proche de celle de la station-service. Ce qui n'est pas le cas de la station de recharge électrique, où il faut multiplier les bornes. Plus on aura de voitures électriques et plus il faudra mettre de bornes. Là, c'est un peu comme une station-service. On fait la queue, on attend, en imaginant qu'il y ait la queue, et on n'attend pas 3 heures avant de pouvoir faire son plein. Voilà. C'est toujours mieux. Puisqu'on est dans les énergies, Michel, il y a un petit sujet dont je voulais qu'on parle 2 minutes. C'est en ce moment on va dire tout ce barouf qui est fait autour du diesel, qui finalement reviendrait en grâce alors qu'il est en chute libre dans les ventes. Explique-nous ça. Ce barouf, c'est en fait une grosse opération de lobbying. Quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif. Oui, j'entends bien. Il se trouve que Carlos Tavares est président de PSA, mais il est aussi président de l'ACEA, qui est l'association des constructeurs automobiles européens. Des constructeurs européens. Et il est parti à Bruxelles, il est allé à Bercy voir Bruno Le Maire, en expliquant en gros que si on basculait tous dans l'électrique, il y aurait 7 millions de chômeurs dans un an. Je caricature. Et que le diesel que lui fabrique, c'est pas si polluant que ça. Alors il a raison, c'est pas polluant. Ça émet beaucoup moins de CO2 que l'essence, et d'ailleurs si on est remonté de 3%, de nos rejets ont augmenté, c'est parce qu'on a basculé vers l'essence. Et donc la théorie de Tavares, c'est de dire le diesel est propre, plus propre que l'essence, ce qui est vrai pour le CO2, c'est pas tout à fait vrai pour les particules. Sachant que le CO2 n'est pas un polluant, il faut le rappeler quand même. Absolument. On a suffisamment rabâché le contraire avec des incitations un peu, pardonnez-moi, mais stupides sur le CO2, alors que c'est pas fondamentalement le fond du problème. Si on parle de santé publique, si on parle de climat, c'est autre chose. Voilà. Mais donc le CO2, quoi qu'il en soit, est pas mauvais pour la santé publique, il est mauvais pour le climat. Comme les particules sont mauvaises pour nos poumons, donc la santé publique. En gros, on a le choix aujourd'hui, dans cette bascule qui est en train de s'opérer, soit on pourrit le climat, soit on pourrit nos poumons. En gros, c'est le choix qu'on a.
Ouais, en tout cas, c'est le choix qu'on veut peut-être nous faire croire qu'on a. Tout à fait. Mais, mais c'est vrai que le débat n'est pas tranché. Hein. Ouais, non, mais c'est complètement... Bien sûr que non. Mais en même temps, il y a une chose de certaine, c'est que, et là, Peugeot, même en faisant, Tavares pour l'Europe, en faisant un peu de chantage à l'emploi, il y a une chose qui est avérée, c'est qu'il faut beaucoup moins de monde et beaucoup moins d'équipementiers pour construire un moteur électrique que pour construire un moteur il faut moins de monde pour construire un moteur électrique. Mais... une fois et 1000 fois, il faut quand même beaucoup plus de monde pour un bon vieux moteur thermique. Et en gros, un moteur électrique, c'est une perceuse, donc c'est pas non plus très complexe. C'est pas très complexe, oui, c'est sûr. Y en a un et qui donc va ça va poser un problème social, clairement. Il y en a un qui va quand même bien s'en sortir dans l'histoire, hein, un équipementier bien connu, que pour ma part, je considère quand même plus ou moins très responsable de la crise du diesel et qui s'appelle Bosch, puisque Bosch fabrique certes les injecteurs de beaucoup de voitures diesel, mais fabrique aussi les centrales qui commandent ces injecteurs et les logiciels qui les pilotent, si vous suivez mon regard. Donc, finalement, il y a un petit côté pompier pyromane chez mais Bosch fabrique aussi des moteurs électriques. Ils font les batteries, ils font les choses, ils font plein de choses, c'est pratique. Donc finalement, on veut nous faire pleurer sur... et certes, le sort n'est pas enviable sur les ouvriers qui fabriquent aujourd'hui les injecteurs et qui peut-être se retrouvera au chômage si la tendance ne s'infléchit pas. Et je ne vois pas très bien ce qui pourrait l'infléchir aujourd'hui, parce que je crois que dans la tête des gens, le diesel est quand même devenu quelque chose de beaucoup moins rationnel qu'avant. Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses entre ceux qui en ont vraiment besoin, les gros rouleurs, et puis ceux qui n'en ont pas du tout besoin, les citadins, en gros. Hein. Ouais, mais moi, en tout cas, je reviens à ce que disait Monsieur Tavares. Je trouve que c'est le seul grands acteurs chez les constructeurs automobiles à monter au créneau et expliquer les choses correctement à nos politiques qui malheureusement ne suivent pas trop l'actu et ne sont surtout pas du tout concernés par ça et ne comprennent pas grand chose en fait à toute la problématique de l'électrique, du diesel, de l'essence, etc. Et c'est le seul à le faire, et heureusement qu'il est là pour le faire, parce que je vois pas beaucoup d'autres constructeurs finalement bon, il y a un autre Carlos qui peut pas trop en ce moment, et on le comprend. Non. Mais je veux dire, voilà, faut quand même arrêter de déconner. Je vois pas le groupe Volkswagen monter au créneau là-dessus. Ils sont très très électriques dans l'idéologie aujourd'hui. Oui. Ouais, alors... mais je suis désolé, l'électrique, on sait d'où ça vient. En Allemagne, c'est quand même le plus gros pollueur d'Europe avec les centrales à charbon, parce qu'ils ont arrêté le nucléaire. Je crois qu'on en parle aussi parce qu'il y a beaucoup d'intox là-dessus. Mais bon, mais bon, il y a quand même. Non, mais il y a beaucoup. Enfin là, franchement, il y a des chiffres qui sont assez flippants. Donc partir sur l'électrique, c'est bien. Mais on sait combien ça coûte de faire de l'électrique au niveau pollution, etc. Alors, tu parlais de Volkswagen, transition toute trouvée, parce que on a essayé récemment le Touareg, il roule au diesel. Ouais, lui, c'est un bon vieux diesel qui va bien. Un bon vieux diesel, alors un bon vieux diesel moderne quand même. Ouais, bien sûr. Avec beaucoup d'innovation dedans. C'est le deuxième essai du jour, le Volkswagen Touareg. Maroc pour essayer le nouveau Touareg, ce qui tombe bien d'ailleurs. Ce qui tombe très bien. Le Touareg, Driss, c'est évidemment le grand SUV de chez Volkswagen. C'est son vrai renouvellement. C'est un véhicule qui a quand même déjà 15-16 ans. 16 ans. Moi, je trouvais qu'il avait bien vieilli par rapport à d'autres gros SUV, le Touareg, mais celui-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de design, il est vraiment assez différent du précédent, beaucoup moins arrondi, beaucoup plus anguleux, beaucoup plus agressif. Effectivement, on se disait que c'est dans la tendance actuelle dans le groupe Volkswagen. Tu regardes le Q7 par exemple, et puis avec ses épaules qui sont plus larges, un design qui est vraiment plus sportif, il nous fait pas mal penser, surtout de l'arrière, au Cayenne de Bosch. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est importante à dire, je sais pas ce que tu en penses, moi j'avais trouvé le Q7 un peu trop sage, j'ai pas trop aimé le nouveau design. En revanche, celui-ci est plutôt réussi. Alors oui, et ce que je me disais moi, tu vois, c'est que si tu changes le logo sur la calandre et sur le haillon, tu mets un logo avec 4 anneaux, en fait, ça passerait tout à fait, quoi. Ça pourrait être un design Audi, ce Touareg. Mais à l'avantage du Touareg, c'est-à-dire que le Touareg, à la limite, mériterait peut-être plus un badge Audi aujourd'hui.
quand tu dis qu'il mériterait un badge Audi, on en vient à l'intérieur. Effectivement, voilà, on est dans une finition haut de gamme, mais c'est juste du délire. Enfin, on a tous fait waouh quand on est monté dans cette voiture. C'est vrai. Et alors, à plus forte raison, moi, qui vous le savez, qui suis pas fondamentalement complètement fan des instrumentations numériques, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Là, je dois dire que l'intégration est juste parfaite. Alors, on arrivera sûrement à faire mieux dans le futur, mais là, je crois qu'aujourd'hui, de tous les véhicules que j'ai essayé, notamment sur ce segment, c'est honnêtement le plus réussi. Avec ces énormes, ce grand écran de 15 pouces, plus l'écran de 12 pouces au milieu, à la place de l'instrumentation, c'est, je trouve, super bien fait. Parce que sur ce grand écran, il y a absolument toutes les fonctions de la voiture. Ça, c'est un peu à la Tesla. Mais en plus réussi. En plus réussi, parce qu'effectivement, chez Tesla, on est en mode portrait. Là, on est en mode paysage. Et ça s'intègre parfaitement dans la planche de bord. Il y a une inclinaison vers le conducteur, donc c'est au niveau de l'ergonomie. On peut encore l'utiliser, le passager peut également l'utiliser, donc c'est vraiment bien foutu. Et puis c'est surtout super joli à regarder. Tu vois, là, comme tu disais, l'intégration est parfaite. La petite casquette là qui vient sur le dessus. Non, c'est vraiment génial. Et puis c'est plutôt intuitif. Alors il y a plein de fonctionnalités. Il y a des tas de fonctions. Mais voilà, bon, en jouant un petit peu pendant quelques minutes, on s'y fait rapidement. Bon, de préférence, en fait, il vaudrait mieux te poser avec la voiture plutôt que de rouler, parce que sinon, tu vas passer ton temps à jouer pour essayer de découvrir toutes les fonctionnalités. Alors, il y a quand même, on a trouvé un petit défaut à cette implantation, c'est que les bus d'aération pour le conducteur se retrouvent sous l'écran, et ce qui fait qu'on est un petit peu moins bien ventilé en tant que conducteur que passager. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Il suffit d'augmenter la soufflerie. Elle est très discrète, donc c'est pas trop gênant. Alors, t'es bien assis là, non? Je suis très bien assis. En plus, j'ai un massage actuellement au niveau du dos. On ne se refuse rien. On ne se refuse rien. Les routes sont un peu chaotiques, mais c'est très bien filtré au niveau des suspensions, au niveau des sièges aussi. Les sièges sont vraiment confortables, bien enveloppants. Ce qui n'est pas toujours non plus le cas sur ce type de véhicule. Et puis là, tu peux tout régler sur le siège. Tu peux régler l'assise, la largeur de l'assise, la longueur de l'assise. La ventilation, le chauffage. Alors voilà, bon, encore une fois, c'est pour cette finition. On a des sièges ventilés. Et moi, j'avais jamais vu ça. Je connaissais les sièges ventilés au niveau du dossier. Mais on a aussi l'assise qui est ventilée sur ce modèle-là. Alors, on parlait tout à l'heure de la tenue de route, des suspensions. Bon, par contre, en termes de motorisation, il y a quand même des choses à dire là-dessus. Alors, là, on est sur le modèle V6 de 286 chevaux. Qui sur le papier, tu te dirais, bah, effectivement. En diesel. Alors, la voiture a du couple, 600 Nm, etc. Tout ça, c'est servi par une boîte Tiptronic à 8 rapports. Et c'est là qu'est un petit peu aujourd'hui le point faible de la voiture. C'est que cette boîte en mode confort, finalement, ça passe. Si on roule tranquillement, ça passe. Par contre, si on veut forcer un peu le rythme, elle va avoir du mal à rétrograder. Par exemple, pour doubler, il y a un petit temps mort au niveau du passage de rapport qui peut s'avérer un petit peu gênant si jamais on veut conduire de façon un peu dynamique. Alors maintenant, faut voir un petit peu quand même, on est dans un engin qui fait presque 4,90 m, donc c'est pas fait non plus pour adopter une conduite en mode rallye. Mais comme la tenue de route est plutôt sympa, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie parfois de forcer un peu l'allure. Et ce petit temps mort entre les passages de rapport au rétrogradage est un peu gênant, surtout si on se met en mode sport. On peut espérer que dans les prochaines motorisations, et notamment un V8 qui va développer 450 chevaux et 900 Nm de couple, on peut espérer que les lois de passage de la boîte soient un peu revues quand même. Ça peut pas être donné ce V8. Alors là, on est effectivement sur un V6 286 chevaux en finition, Cara exclusive. On tourne autour de 78 000, 80 000 euros en fonction des options. Mais il faut dire que sur ce segment, c'est une somme qui est finalement raisonnable. Je mets des guillemets à raisonnable parce que un BMW Xe5 ou un Volvo XC90 configuré de la même façon, c'est en fait beaucoup plus cher. XC90, on peut monter facilement à 80-90 000 euros si on rajoute des tas de choses dedans. Et moi qui étais plutôt fan de la finition intérieure du XC90, je dois dire que même si le Touareg est moins raffiné, je trouve son ergonomie vraiment meilleure. Et pour le coup, voilà, il me fait un peu oublier la qualité du Volvo, tu vois. Alors, le Touareg, donc c'est un grand SUV. Qui dit grand SUV dit famille, si on veut.
C'est un véhicule dans lequel il y a beaucoup de place. On est très bien assis à l'arrière et surtout il y a un coffre qui a beaucoup grandi. En fait, c'est le coffre qui bénéficie le plus de l'allongement du véhicule, 7 cm de plus par rapport à l'ancienne génération. Ces 7 cm, ils apportent à peu près 110 litres de coffre supplémentaire, ce qui fait qu'on est à plus de 800 litres dans cette configuration-là. Et 800 litres, ça me fait franchement un sacré paquet de bagages. Et puis, cette sensation d'espace est renforcée avec ce toit panoramique ouvrant et en verre. C'est vraiment ultra raffiné. Donc, je sais pas pour toi, moi ça me fait envie quand même. Hein. C'est vrai que c'est super confort. Bah écoute, si je devais acheter un grand SUV aujourd'hui, avec un budget, on va dire autour de ces 80 000 €, je pense que effectivement, le Touareg a toute sa place sur la shortlist. Je le mettrais même sans doute peut-être dans les têtes de liste. Il faudrait recomparer les qualités dynamiques avec d'autres véhicules, mais honnêtement, sachant que c'est pas un véhicule sportif, mais c'est un franchisseur également, donc on peut s'amuser off-road avec. C'est un véhicule qui est confortable sur la route, donc ça a beaucoup de qualités. Si on retire le défaut du prix, évidemment, ça a beaucoup de qualités. Le défaut du prix, ils l'ont tous. Ouais. Mais c'est pour ça que voilà, je te dis, je le mettrai largement sur ma shortlist et peut-être sans doute en tête de liste. Voilà, je sais pas si tu es du même avec moi, mais ça fait envie. Ouais, c'est une réussite. Voilà pour ce Touareg. On l'avait essayé ensemble. On l'a essayé ensemble. T'étais dans la voiture derrière, on l'a vu. J'étais pas loin. Effectivement, il est top. Enfin, il est top si on doit le comparer à d'autres. Hein, effectivement, on parle du XC90 qui est très bien aussi. Je trouve que celui-là, il est complet et surtout, il reste discret. C'est bien aujourd'hui, de nos jours, dans un pays qui prône l'anti. Dans son genre, c'est vrai que c'est pas le plus matu, on est bien d'accord. Et voilà. Et je trouve ça bien. Et l'intérieur, au niveau techno, il est top. Enfin voilà, il combine énormément de choses intéressantes, ce nouveau Touareg, je trouve. Michel, je sais pas si tu l'as essayé, toi, le Touareg. Non, mais j'ai remarqué que vous avez essayé un dinosaure, là. C'est un TDI, quoi. Un truc... c'est le dernier des derniers. Mais en même temps, on peut se dire, le prochain Touareg, le bestiau, quand même, est très, très lourd. Que ce soit en électrique ou en essence, ça va consommer une blinde. Donc la solution TDI, c'est ce qu'on disait sur le diesel. On revient sur le principe surtout d'une route de montagne, un col de montagne avec un véhicule pareil en électrique. Je ne sais pas comment ça va se gérer, hein, honnêtement. Il nous reste dans la conduite, ça se gère très bien. Dans l'autonomie, on n'est pas sûr d'arriver en haut. Oui. C'est ça. Bon, allez, on va finir là-dessus. Les amis, je prends juste une minute pour vous parler de ce bouquin, puisqu'on parle beaucoup de voitures autonomes en ce moment. Alors, c'est pas hyper sexy dans la couverture, hein. Ça s'appelle « Piloter le véhicule autonome au service de la ville ». Par contre, c'est écrit par des gens plutôt spécialistes du genre, Jean-Pierre Orfeuille et Yann Lerich. Yann Lerich, c'est le patron de Transdev aux États-Unis. Jean-Pierre Orfeuille, c'est un universitaire spécialisé dans les transports. Et ça pose des questions quand même autrement plus intéressantes que les tweets d'Elon Musk sur la question. Le véhicule électrique, pour résumer, c'est pas pour demain, mais c'est pas non plus complètement... je dis électrique autonome, pardon. C'est pas pour demain, mais c'est pas non plus complètement impossible. Donc je vous le conseille, ça vaut 17 €. Et je pense que c'est en vente dans les bonnes librairies, en ligne et en format électronique. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc il me reste à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Michel. Merci Nico. Salut les garçons. Et on se retrouve très vite sur ce plateau avec Driss, j'espère. Merci à Benjamin aux manettes. Et en attendant, n'oubliez pas les rediffs, le replay. Parlez-en à vos amis. Salut à tous.